Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, au cœur de l'histoire, dans un écrin parisien, les jardins et les galeries du Palais Royal. On retrouve Franck Ferrand attablé dans les restaurants gastronomiques, le Grand Véfour. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Bienvenue dans un des plus anciens restaurants du monde. Depuis 1784, l'établissement où nous avons installé aujourd'hui nos micros régale les Parisiens de quelques spécialités réputées, dont les ravioles de foie gras aux truffes, le parmentier de queue de bœuf, lui aussi aux truffes d'ailleurs, ou le pigeon prince régnier. Je crois qu'il y a aussi des truffes dans le pigeon prince régnier. Ici ont eu leurs habitudes Bonaparte et Joséphine, Adolphe Thiers ou encore André Malraux, Madame Colette et Jean Cocteau, qui venaient en voisin, Georges Sand, Honoré de Balzac, Victor Hugo, et même le peintre Fragonard, qui devait mourir d'une congestion cérébrale après avoir dégusté ici une glace fatale. Bienvenue au Grand Véfour, dans un cadre directoire unique à Paris où les banquettes rouges et les fixés sous verre dialoguent avec les frondaisons des jardins du Palais Royal, dont les arcades offrent la plus apéritive des promenades. Ici, nous sommes mieux qu'au cœur de l'histoire, au cœur d'un des temples de l'art de vivre à la française. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. Bonjour Guy Martin. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir dans ces lieux extraordinaires dont vous êtes le propriétaire. J'allais dire dont vous êtes le magicien. C'est vous qui œuvrez, c'est vous qui avez entièrement refaçonné la carte. Quel effet ça fait de succéder à Raymond Oliver ? C'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup d'honneur. Et Paul Bocuse, quand j'ai repris le Grand Véfour, est venu me voir, a déjeuné plusieurs fois et un jour m'a dit « Tu es le digne successeur de Raymond Oliver ». Et là, pour moi, ça a été le plus beau des compliments. Plus beau des compliments aussi pour des équipes, pour Christian David qui est en salle, pour Pascal Pugeot en cuisine, mes collaborateurs. Mais c'est énormément de travail. Et en même temps, le poids de l'histoire, de toutes ces âmes qui planent ici, c'est un petit peu comme des fondations d'une maison. Elles aident, elles soutiennent. Oui, et c'est une maison qui, évidemment, a rayonné à travers les siècles. Alors, il y a eu des hauts et des bas. On va revivre tout ça. Vous connaissez l'histoire de cette maison, vous, sur le bout des doigts, Christian David. Vous êtes le premier maître d'hôtel et le directeur de cette somptueuse salle. Alors, on essaye, bien sûr, mais c'est plutôt une passion et surtout découvrir une passion à travers l'histoire de ce jardin. Comprendre que nous sommes arrivés au cœur de notre profession à travers cet établissement qui est le seul qui a survécu de toutes ces années qui sont passées. C'est un lieu d'histoire. Il faut bien comprendre qu'ici on est dans un lieu d'histoire, c'est-à-dire que bien entendu que aujourd'hui le Grand Véfour reste l'enseigne par excellence de la gastronomie française, mais en même temps quand on vient vivre l'expérience d'un dîner, d'un souper ici ou d'un déjeuner bien entendu, ce que nous appelons nous un déjeuner qu'on appelait dîner autrefois, eh bien c'est aussi une façon de renouer avec la tradition des grands cafés, ces grands cafés qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de France. Alors, on ne pouvait pas imaginer une émission au Grand Véfour sans le prince des gastronomes. Bonjour Nicolas Drabaudy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une maison que vous connaissez bien, vous, évidemment, et depuis longtemps. Oui, puisque j'ai connu Raymond Oliver. Je me souviens encore de lui ici, qui faisait le tour de la salle et qui se penchait sur les assiettes des clients, qui les confortait, et surtout c'était une grande star Raymond Oliver, une grande star d'abord par sa cuisine et deuxièmement par la première émission de télévision en direct qui s'appelait Art et magie de la cuisine, qui a duré 14 ans, qu'il a fait connaître avec Catherine Langer, qui était la femme de Pierre Sabag. J'ai eu un instant d'hésitation, mais c'était bien Catherine Langer. Bien sûr. Oui. Donc Raymond est la première star de la cuisine deuxième partie du XXe siècle. C'est lui que les gens reconnaissent dans la rue, c'est lui que les gens viennent célébrer ici, c'est lui dont les gens reproduisent les recettes. Il a été l'escoffier moderne, c'est-à-dire le créateur d'un certain nombre de recettes, de beaucoup de recettes. Il sait faire tous les plats. De l'omelette aux herbes jusqu'au pigeon prince régnier, c'est-à-dire un pigeon farci, célébré pour le prince régnier III, qui était un grand client. Et je pense que Raymond Oliver est le génie de la cuisine de la deuxième partie du XXe siècle. Le prince régnier était un des clients, mais j'ai déjà cité un certain nombre de noms
parmi ceux qui ont fréquenté la maison. On a d'ailleurs sur les dossiers des banquettes des petites étiquettes avec les noms des plus prestigieux clients. Il y a eu du monde, il y a eu des gens étonnants, Christian David. Oui, on peut surtout parler des tout premiers clients de cette maison, puisque c'est ouvert sous ces arcades ici, 1784, une des premières galeries de cette importance. C'est plus de 400 commerces, ce sont des maisons de jeux, des tripots. Il n'y avait pas la télé à l'époque, on sortait beaucoup. On fréquentait surtout ces cafés qui avaient une vie étonnante, où on venait à la fois lire la presse, puisque la presse n'était pas complètement répandue partout. On venait écouter les novellistes du Palais Royal qui apportaient les nouvelles du front, et chacun avait cette liberté aussi de pouvoir s'exprimer. Et c'est ça qui a généré un peu l'ambiance du Palais Royal, et surtout à travers ces cafés où on n'hésitait pas à pousser les petits rideaux pour aussi admirer les 2000 courtisanes qui virevoltaient sous les arcades. Alors, je vois que Nicolas Drabaudy est assis à la place de Camille Desmoulins. Colette ici. Et vous, c'est la place de Madame Colette. C'est là qu'elle venait. Donc, alors là, d'un seul coup, j'allais dire, j'en perds ma voix. Elle était déjà pas très assurée aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. Oui, c'était une habituée. Elle venait tous les jours. Cocteau venait aussi tous les jours. Ils habitaient côte à côte. Et c'est vrai que Raymond Livert avait vraiment une relation très privilégiée avec ses artistes. Et c'est il faut dire que Colette habitait juste au-dessus, là. Juste au-dessus, et Cocteau, et Jean Cocteau à côté. à là. côté. Voilà, oui. Donc c'était vraiment des voisins. Et c'est aussi grâce à eux que le Véfour, après parfois des années un petit peu tristes, a redonné leur lettre de noblesse à cette belle maison. En fait, c'est toute l'histoire du Palais Royal qui s'est constamment reflétée dans les miroirs de cette salle. Il faut la décrire, cette salle, parce que tous nos auditeurs ne sont pas forcément au fait de la splendeur des lieux. Nous sommes là dans un décor pompéien, néo-pompéen, qui date du Directoire et de la Restauration, avec ce qu'on appelle des fixés sous verre, c'est-à-dire des peintures églomisées extrêmement raffinées, qui sont, comme leur nom l'indique, fixées, peintes sous des verres. Hein. Il y a un plafond qui, lui, n'est pas fixé sous verre, mais qui est un plafond plein de motifs de grotesques et d'arabesques pompéiennes. Enfin, tout ça est somptueux, des miroirs partout, de la dorure, ces grandes banquettes de velours rouge. On vient au Grand Véfour, Nicolas Drabaudy, quasiment autant pour le décor que pour la cuisine. Bien sûr, on pénètre l'histoire de France et on vient ici aussi célébrer la grande restauration française, le spectacle des autres. Hein. Ici, on vient pour voir et être vu. C'est ça un grand restaurant. Un grand restaurant, c'est une clientèle qui vient chez vous. Et ici, la France entière et les grands de ce monde sont venus. Et l'on vient, bien entendu, pour savourer aussi l'esprit du Palais Royal. J'y viens. Trait de la bande originale du film Les Saveurs du Palais de Christian Vincent, une musique signée Gabriel Yared. C'était Course à l'Élysée. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur d'un joyau de la restauration parisienne sur Europe 1, nous vous retrouvons Franck Ferrand depuis le Grand Véfour dans les galeries du Palais Royal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Guy Martin. Le Palais Royal où se trouve le Grand Véfour renvoie dans l'esprit du public à la civilisation et aux habitus aristocratiques. C'est vrai qu'il y a ici la naissance d'un art de vivre. Ce Palais Royal a été le creuset de quelque chose de bien particulier qui par la suite s'est exporté dans le monde entier. Il faut vous dire qu'on parle du Palais Royal, mais qu'au départ il s'agissait du Palais cardinal, car s'il y a un homme dont il faut évidemment honorer la mémoire lorsqu'on est ici, c'est bien le cardinal de Richelieu qui a eu la volonté de se faire construire une demeure juste à côté du Louvre où résidait le roi, bien entendu. C'était le palais cardinal, ce palais cardinal avec l'extension de ses jardins qui à l'époque se déployaient dans une partie de la ville de Paris qui était très peu construite, très peu habitée. Les rues qui entourent ce jardin actuel du Palais Royal ont été bâties par la suite. Alors, on va construire ce palais cardinal pendant toute la vie du cardinal de Richelieu. Le chantier dure jusqu'à sa mort en 1642 et quand il meurt, il transmet ce palais. Bien entendu, il n'avait pas le choix, c'était une évidence, tout ça avait été fondé largement avec des fonds de l'État. Il le transmet au roi Louis XIII. Louis XIII a une sœur qui est devenue la reine d'Angleterre, Henriette de France. C'est elle qui va désormais être la souveraine, si je puis dire, du palais devenu royal, puisque à la mort de Richelieu, le palais cardinal devient palais royal. Et c'est la fille d'Henriette de France, qu'on appelle Henriette d'Angleterre, qui va venir s'installer ici lorsqu'elle épouse le frère de Louis XIV, Monsieur. Et c'est la raison pour laquelle le palais royal entre dans la famille d'Orléans. C'est très important que Monsieur, frère du roi, ait été le maître des lieux, parce que c'est lui qui va donner au palais royal sa dimension artistique. C'est lui qui va confier à Le Nôtre et à Claude Degaut le soin de réaliser le
grand jardin que nous connaissons, et c'est lui qui va transformer cette maison en un véritable lieu d'art et d'histoire, bien entendu, de 1702 à 1718, c'est-à-dire après la mort même de monsieur, Antoine Coipel va réaliser la fameuse galerie du Palais Royal, qui se trouvait en bordure de la rue de Richelieu, 46 mètres de long, 7 grandes toiles de Coipel, et puis des collections inouïes de tapisseries, de médailles, de grands mobiliers, et il y a des Rubens et des Rembrandt et des Véronèse, etc. Ça devait être tout à fait extraordinaire, cette galerie du Palais Royal. N'oublions pas non plus l'opéra, bien entendu, qui va faire la célébrité des lieux et qui, en 1763, est ravagé par un incendie. C'est l'architecte Contant d'Ivry qui va restaurer tout ça, qui va travailler après l'incendie et qui en profite pour reconstruire le fameux grand escalier. Il y a un second incendie de l'opéra en 1781 et c'est à ce moment-là que celui qu'on appellera plus tard Philippe Égalité, donc l'héritier des princes d'Orléans, c'est à l'époque Philippe Égalité, construit son nouveau théâtre où se trouve actuellement la Comédie Française. Le jardin, dès cette époque, est très renommé. Voici ce qu'écrit Diderot dans Le Neveu de Rameau. Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid. C'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au Palais Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant, sur le banc d'Argenson. Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût et de philosophie. Et Madame Vigée-Lebrun, dont on célèbre actuellement le talent au Grand Palais, écrivait de son côté: il y avait à gauche une très large et très longue allée couverte d'arbres énormes. Les arbres énormes, au départ, ça avait été des marronniers, un arbre très rare à Paris, qu'on avait installé dès l'époque de Richelieu, qui ensuite ont été remplacés par des arbres. Des arbres, dit-elle, qui formaient une voûte impénétrable au soleil. Là se réunissait la bonne compagnie en grande parure. Quant à la mauvaise, elle se réfugiait plus sous les quinconces. Et ce qu'il faut dire, c'est que Philippe Égalité a eu l'idée de faire bâtir ici une galerie marchande, ce qu'on appellerait nous une galerie commerciale. Nous n'avons qu'une ressource, c'est de courir aux armes. Il nous faut une cocarde pour nous reconnaître, criera Camille Desmoulins dans ces lieux mêmes. Et s'il l'a fait, c'est parce que le Palais Royal était devenu un lieu où soufflait l'esprit, où soufflait même l'esprit révolutionnaire, il faut bien le dire. Cette galerie commerçante, cette galerie marchande, avec ses 180 arcades qui vont faire la célébrité des lieux, bien entendu, sont un endroit à la fois admiré pour l'architecture et pour la splendeur des lieux, mais aussi très décrié pour toutes les activités souterraines qui s'y mènent, bien entendu. Il y a aussi des galeries de bois qu'on appelle le camp des Tartares. Alors là, c'était une espèce de grand bric-à-brac, hein. C'était le marché aux puces de l'époque, si l'on veut. Et puis de l'autre côté, la galerie de pierre, bien entendu. Et c'est là qu'on voit s'installer le glacier Corazza, également un cabaret qui s'appelle Chez Borel, avec son propriétaire qui est ventriloque, ce qui amuse beaucoup les clients. Et puis des cafés. Le café de Foix, bien entendu, et un certain café de Chartres, qui bientôt deviendra le Grand Véfour. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur des galeries du Palais Royal, nous vous retrouverons, Franck Ferrand, depuis le Grand Véfour. Des cabarets, des cafés, mais aussi, disons-le, ici au Palais Royal, des lieux de plaisir. D'abord, n'oublions pas Mademoiselle Montansier, qui joue un rôle très important. C'est elle qui, déjà à Versailles, avait ouvert le premier théâtre privé de France. Et cette Mademoiselle Montansier va prendre possession ici du théâtre des Beaujolais, qui deviendra le théâtre du Palais Royal. Et dans cette salle, elle fait jouer des pièces à la mode, des pièces qui sont parfois un peu grinçantes et où s'exprime une véritable révolte en vérité. La foule des curieux répond à l'invitation de Mademoiselle de Montansier. Il y a ici également des théâtres de marionnettes, un théâtre d'ombre chinoise. Il y a l'ancêtre du musée Grévin qu'on appelait le Salon des Cires. Il y a aussi, disons-le, des tripots. Voilà ce que nous dit Rodolphe Trouilleux dans son ouvrage « Le Palais Royal, un demi-siècle de folie ». Dans les maisons officielles et chics, ou dans de bas et sordides tripots, on jouait de tout, partout. Un billard mécanique était livré aux joueurs dans les galeries de bois et les parties d'échecs dans certains cafés
pouvaient être intéressés. Et quand on dit intéressés, on jouait gros, en fait, on jouait très gros. Il existait au Palais Royal 31 maisons de jeux officiellement prohibées, mais qui en vérité avaient un succès extraordinaire et qui animaient la vie parisienne dans cette toute fin d'Ancien Régime et dans cette période de la Révolution. Et puis qui dit tripot, jeux, théâtre, évidemment, il y avait des maisons de prostitution très importantes ici. Les clients venaient s'encanailler au Palais Royal et les petites dames du Palais Royal, comme on les appelait, faisaient la célébrité du Paris de la fin du règne de Louis XVI. En 1786, Rétif de la Bretonne fait la liste de ses filles publiques, il les décrit. Et ces filles publiques, elles vont donner à ce quartier, à ce jardin, à ces arcades, d'une façon plus générale à tout ce coin parisien du Palais Royal, vont lui donner une espèce de mauvaise réputation. Dans Les Illusions perdues, voilà ce qu'écrit Honoré de Balzac. Les galeries de pierre appartenaient à des maisons privilégiées qui payaient le droit d'exposer des créatures habillées comme des princesses entre telle ou telle arcade et à la place correspondante dans le jardin, tandis que les galeries de bois étaient pour la prostitution un terrain public, le palais par excellence, mot qui signifiait alors le temple de la prostitution. Une femme pouvait y venir accompagnée de sa proie et l'emmener où bon lui semblait. Ces femmes attiraient donc le soir aux galeries de bois une foule si considérable qu'on y marchait au pas comme à la procession ou au bal masqué. On a un peu oublié ce que ça pouvait être. C'était une débauche extraordinaire. Alors ce Palais Royal va connaître ses grandes heures pendant la Révolution. Je vous ai raconté cet épisode de Camille Desmoulins décrochant une feuille des marronniers du Palais Royal, se la mettant en cocarde, appelant à la révolte et à l'insurrection littéralement. Ici vont s'échauffer les esprits et puis il faut bien le dire, au début du 19e siècle, les choses vont se calmer. La bourse, qui jouait un rôle essentiel aussi dans l'effervescence locale, va quitter le Palais Royal en 1826. 2 ans plus tard, les galeries de bois sont détruites. Bientôt, on va interdire la prostitution. Et puis, n'oublions pas que le propriétaire des lieux, c'est le fils de Philippe Égalité. C'est Louis-Philippe, le prince Louis-Philippe d'Orléans, qui en 1830 devient le roi Louis-Philippe Ier. Et alors là, il a bien l'intention, lui, de rétablir l'ordre au Palais Royal. En 1836, le 31 décembre 1836, c'est la fermeture des maisons de jeu. Alors là, que voulez-vous venir faire au Palais Royal s'il n'y a même plus de maisons de jeu, plus de prostitution, plus de tripots, ça n'a pas d'intérêt. Si, parce qu'il y a encore les cafés quand même. Ces cafés qui vont devenir très importants jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors il faut dire quand même qu'au tournant du 20e siècle, la Banque de France, qui est le gros propriétaire tout à fait voisin des lieux, va vouloir s'étendre, va prendre de l'importance. Ça va jouer un rôle décisif dans l'abandon progressif du Palais Royal. On a songé ici faire un grand jardin d'hiver pour l'exposition de 1900. On a même pensé en faire un hippodrome ou un conservatoire de musique. Finalement, on n'en a rien fait du tout. Le Palais Royal a été un peu délaissé et il faut bien dire que le café de Chartres, devenu Grand Véfour, n'est plus, il est devenu Grand Véfour dès 1820, on y reviendra tout à l'heure. Ce café de Chartres n'est plus que l'ombre de lui-même lorsqu'en 1948 seulement, Raymond Oliver en devient le propriétaire et alors là, ça va être une renaissance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce Grand Véfour qui était en quelque sorte l'héritier de l'esprit du Palais Royal va, par son prestige, par son lustre, par sa réputation internationale, attirer de nouveau, à partir des années 50, une clientèle dans ces lieux. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le Palais Royal a retrouvé sa place de nœud culturel au cœur même d'un Paris palpitant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Europe 1, nous vous retrouvons, Franck Ferrand, depuis ce haut lieu de la gastronomie parisienne avec vos invités, le chef du Grand Véfour, Guy Martin, le premier maître d'hôtel et directeur de salle au Grand Véfour, Christian David, et le chroniqueur de gastronomie, Nicolas de Rabaudy. Et oui, cher Omblin, nous sommes toujours dans cette salle extraordinaire, au rez-de-chaussée du Grand Véfour, au milieu des miroirs, des fixés sous verre, des grands décors pompéens de cette salle étonnante. Nous sommes assis sur les banquettes de velours rouge du Grand Véfour. Et d'ailleurs, nous sommes en public avec les amis du Club d'Europe 1 que vous pouvez entendre. Merci de votre accueil, Guy Martin. C'est quand même étonnant d'être l'héritier de toute cette histoire. Quand vous êtes arrivé ici, vous aviez conscience de l'importance des lieux ?
Oui, parce que c'est une maison qui est quand même mythique et reconnue. Tous les chefs connaissaient Raymond Liver, l'admiraient. Et grâce à la famille Tétinger, il a été restauré. Et ils m'ont fait confiance pour venir diriger cette maison. Donc c'était un vrai poids. Mais en même temps, je me sens tout à fait libre. En gros, je n'ai travaillé que dans des châteaux. Donc le poids de l'histoire n'était pas un poids en sorte. Au contraire, c'est un moteur en fait. C'est un moteur, ça aide. Et puis voilà, j'ai pu m'exprimer avec des recettes que j'aimais, des recettes contemporaines. Et cette maison, après quelques semaines, de nouveau nous étions complets et voilà, ça tournait bien. Est-ce qu'on peut dire, Nicolas Drabaudy, que Jean Véfour n'était pas lui-même un très grand homme d'affaires? C'est lui qui achète cette maison, oui. En c'est 1820. Lui, c'est le cuisinier de Philippe Égalité, hein. Et donc il produit 350 recettes. J'ai retrouvé ça, c'est complètement considérable. On fait absolument tout ce qu'on peut imaginer dans la cuisine française, et il a laissé son nom dans l'histoire. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a toujours eu ici de très grands personnages. En fait, il y a eu 3 grands personnages, Véfour, Raymond Liver et Guy Martin. Donc il y a eu cette succession dans un lieu mythique, historique, qui aurait très bien pu ne pas se passer, hein. D'ailleurs, c'est une histoire incroyable, puisque c'est Jean Tétinger et Jo Olivreau qui découvrent Guy Martin à Divonne, au château de Divonne, où il a 2 étoiles. Donc ils vont chercher un cuisinier provincial qui a beaucoup d'énergie, qui est un pizzaiolo, qui joue de la musique et surtout qui a une grande culture culinaire. Et qui est un skieur aussi. Mais on viendra à Guy Martin tout à l'heure. Respectons la chronologie d'une certaine manière. Christian David, lorsque Véfour prend possession des lieux, il y installe l'un des tout premiers restaurants. Il faut expliquer ce que c'est qu'un restaurant, parce qu'avant ça n'existait pas tout simplement. Alors, avant la Révolution, le concept n'existait pas. Ouais, on connaissait encore ce qu'on appelait le bouillon, où on venait consommer des bouillons de bœuf qu'on aromatisés aux épices qu'on avait découvert 2 siècles plus tôt, accompagné d'un morceau de bœuf bouilli. On avait le droit de servir quelques volailles rôties, des œufs, mais c'était extrêmement limité. Et l'autre possibilité de se restaurer, surtout dans les villes, c'était ce qu'on appelait le traiteur. Le traiteur, à lui seul, avait le droit de préparer des plats en sauce. Parce qu'il y avait des corporations à l'époque. Et il fallait respecter, évidemment, le domaine, le champ de compétences de chaque corporation. Donc, si vous vouliez vous restaurer, il fallait aller chez le traiteur. Voilà. Et c'est grâce aussi à l'abolition des corporations en 1791 qu'on va voir l'évolution changer. Et surtout grâce à la Révolution. La Révolution a un rôle déterminant, puisque pendant cette période révolutionnaire, la cour et le roi et la noblesse qui vont quitter la France vont laisser derrière eux sans emploi des personnels. On parle même de 10 000 personnes à l'époque, ce qui est absolument énorme. Et on va retrouver ces personnels, et notamment ces chefs détenteurs de ce savoir-faire culinaire qui était le privilège de la gastronomie avant, commencer à, non seulement certains vont suivre l'exode, mais d'autres vont aller au Palais Royal. Et c'est à travers ces cafés du Palais Royal qu'on va commencer à voir les améliorations, les petites précisions qui vont commencer à faire développer ce concept du restaurant gastronomique. Parce qu'en fait, tous les grands chefs se retrouvent sans emploi d'une certaine manière. Voilà. Les princes, les grands courtisans sont partis de France, ils ont émigré, c'est l'émigration de la noblesse au moment de la Révolution. Et donc certains ont emmené avec eux leur chef de cuisine, mais pas tous, bien entendu. Et donc tous ces cuisiniers se retrouvent en quelque sorte à Paris sans emploi. Ils vont ouvrir des restaurants puisqu'ils ont le droit de le faire maintenant. Et ce qui est amusant, c'est qu'au moment où la noblesse revient d'exil, lorsqu'elle rentre au milieu de l'Empire et surtout au moment de la restauration de Louis XVIII, eh bien, elle va se mettre à fréquenter ces restaurants chez les chefs qui autrefois animaient ces cuisines. C'est exactement le cas de Véfour. Alors on est à la naissance là de la gastronomie française, Nicolas Drabaudy, voilà, avec un certain Grimaud de la Reynière. Grimaud de la Reynière qui dit grand bien d'ici, Vraiment, il dit l'ancien café de Chartres a fait bien des fortunes diverses et maintenant un des restaurants les plus achalandés de Paris. Monsieur Véfour a ramené la foule. Nulle part on y apprête mieux un sauté, une fricassée de poulet à la maringot, une mayonnaise de volaille. Les salons sont encombrés dès 5 heures du soir d'une foule de dîneurs. Le café de Chartres est de ceux où l'on fait bonne chère pour un prix modéré. Alors bon, néanmoins, on va voir petit à petit ce café de Chartres devenu Grand Véfour perdre un peu de son lustre, il faut bien le dire. Quand je dis perdre un peu de son lustre, c'est perdre beaucoup même, puisque après la Première Guerre mondiale, la maison reste un café, mais alors un café pas très fréquentable, il faut bien le dire. Voilà ce que nous dit René Héron de Villefosse, vous savez, le grand historien de Paris, tellement savoureux dans la façon qu'il a d'aborder l'histoire de la capitale. Je le cite.
Par amour du souvenir, je me suis attablé au Grand Véfour devant de la semelle de bottes, entouré d'une sauce à la colle figée, dans une atmosphère de pipe éteinte. Les peintures étaient jaunies, tout portait la trace des générations de mouches qui avaient vécu en paix, les banquettes demi-crevées gardaient le moule des fesses d'antan. Georges Sand ou Joseph Prudhomme, demandait-il. Et c'est vrai que Jean Cocteau, qui venait beaucoup, même si l'endroit était complètement décati, disait « Il est impossible d'aimer Paris sans se rendre en pèlerinage à cette exquise épave des grandes tempêtes. » C'était une épave, en fait, cette maison, avant que Raymond Oliver n'y arrive, Christian David. C'était le déclin, comme on l'a dit, des restaurants dans cette fin du 19e et l'oubli total, non seulement du Palais Royal, où il n'y aura plus pratiquement de vie, et où ce lieu va simplement devenir un café. La Chambre des huissiers, elle va racheter l'immeuble dans son ensemble à partir de 1904 et va louer cet espace à un monsieur qui s'appelait Monsieur Saccard, qui était russe d'origine, joueur d'échecs, et ce lieu va retrouver on ce qu'il joue était à aux échecs l'origine. ici, en fait, on a continué à ce qui se faisait aussi avant, à reprendre ces échecs et ces jeux dans ces cafés. La différence, c'est qu'ici, dans les années 30, on venait jouer aux échecs, mais on ne misait plus sur les parties. C'était plus du tout comme au XVIIIe siècle, où les jeux d'échecs servaient en vérité à cacher, à dissimuler de très gros trafics d'argent. C'est devenu un simple café. Alors, il va falloir que pendant la guerre, Louis Vaudable rachète les lieux, Nicolas Drabaudy. Alors Louis Vaudable, qui habite ici, qui habite le quartier, Louis Vaudable et c'est le propriétaire de Maxime, ça. Et sa femme. Ce sont des propriétaires de Maxime, des très grands restaurateurs. Louis Vaudable a créé Maxime au début du siècle, au milieu du XXe siècle, et il en a fait le plus grand restaurant du monde. C'était un très grand personnage, Louis Vaudable. Donc, il se penche sur le destin troublé, accablé par la situation de l'endroit, et il va racheter le Grand Véfour et le céder un peu plus tard, parce qu'il n'est pas cuisinier, à Raymond Oliver. C'est un geste extraordinaire. C'est comme ça que le Véfour a été sauvé. Voilà. Eh bien, c'est comme ça que le Véfour a été sauvé des eaux, et nous y venons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur du restaurant Le Grand Véfour sur Europe 1, où nous vous retrouvons, Franck Ferrand, avec vos invités, notamment le chef du Grand Véfour, Guy Martin, et en public. Et oui, nous sommes en public, en effet, chère Ombline, dans cette salle du Grand Véfour, en présence du propriétaire et de l'âme des lieux, Guy Martin, qui nous reçoit ici. Donc c'est en 1948 que Raymond Oliver s'installe au Grand Véfour. Et il se dit que la maison a besoin d'un coup de jeune. Oui, et surtout grâce à son talent, grâce à sa cuisine, grâce aussi aux émissions de télévision qu'il va faire, le monde entier va venir au Grand Véfour. Le monde entier est là, les plus grandes stars américaines, les présidents de la République, les grands philosophes, tout le monde vient au Grand Véfour. Goûter, déguster sa cuisine, et c'est vrai que c'est un personnage haut en couleur. Déjà, il a l'accent, il est du sud-ouest, il est très très cultivé, donc voilà, je dirais la mayonnaise prend. Mais c'est étrange parce que on ne peut pas dire, quand on est dans ce décor extrêmement parisien, et lorsqu'on jette par les fenêtres un aperçu à ces arcades extrêmement parisiennes, avec cette clientèle extrêmement parisienne aussi, on peut pas dire qu'on soit dans le sud-ouest. Donc il y a un petit décalage avec Raymond Oliver. Là. Bien sûr qu'il y a un décalage, mais surtout sa cuisine, je dirais, elle est internationale, dans le sens où elle est bonne, il fait une bonne cuisine avec des produits sains, il connaît le produit, il va chercher les bons produits, il a les bons fournisseurs, il a les belles cuissons. Donc quand la cuisine est bonne, les clients sont revenus, ils redécouvrent le Grand Véfour, redécouvrent ce décor, et de nouveau, on se précipite au Grand Véfour pour déguster sa cuisine. Vous l'avez bien connu, vous, Nicolas Drabaudy, Raymond Oliver. Raymond, il est un provincial, il vient de Langon, il n'a pas du tout été élevé en cuisine par une femme, mais par son père, Louis Oliver. Donc il vient ici comme un provincial. Mais il avait déjà cuisiné partout, notamment dans les Alpes. Raymond est un des premiers cuisiniers internationaux dont le talent peut s'apprêter aux États-Unis. Il a été conseil des abattoirs de Chicago. C'est un homme international. Et Charles de Gaulle l'avait envoyé à l'exposition universelle lui-même. À Montréal. À Montréal, absolument. Il le désigne lui-même. Ça se passe avant Paul Bocuse. Le grand changement dans l'histoire de la cuisine française moderne, c'est Paul Bocuse. Il faut dire qu'ici, on est à quelques pas du ministère de la Culture et que les ministres de la Culture ont eu tendance à faire du Grand Véfour leur cantine, si je puis dire, notamment André Malraux, bien sûr. Alors Malraux, plus grand client, André Malraux, ministre de la Culture, prix Goncourt, est le plus grand client de la restauration moderne, on peut le dire, puisque Raymond Oliver... Chez la Serre aussi, bien sûr. Chez la Serre, il va au restaurant tous les jours, et très souvent seul ou avec Louise de Villemorin,
ou face à Salvador Dali, qui veut absolument rencontrer Malraux chez la Serre, et ça ne se fait pas. Malraux ne veut pas rencontrer Dali. C'est curieux pour un grand critique d'art qu'il a été plus tard. Et donc, Oliver l'accueille ici, mais ici, il prend les grands plats. Et surtout, il boit des très grands vins. La Serre disait qu'il reconnaissait des années de Pétrus, vous voyez. Et pareil pour Raymond Oliver, qui lui donne des grands Bordeaux, Linge-Bache notamment. Et ici, il y a un seul vin. C'est le château Linge-Bache, qui est de Pauillac, comme Raymond est de là-bas. Donc le sommelier Louis Enoch, il donne ça à tout le monde. Et personne ne râle d'ailleurs. C'est le moment de saluer Monsieur Cazes, du reste. Voilà, Jean-Michel Cazes, bravo. Alors, on peut dire, et je ne veux pas bien sûr indisposer votre discrétion, Christian David, mais on peut dire que cette maison continue d'être fréquentée par beaucoup de hautes personnalités du monde entier. C'est la magie des lieux qui, je pense, s'est installée au Grand Véfour, et j'espère pour longtemps. Et nous sommes avec Guy Martin, que j'ai la chance de rencontrer au Grand Véfour ici il y a 25 ans. Cette possibilité de pouvoir évoluer ici, qui a été un vrai et un réel, je veux dire, une réelle découverte, et le plaisir d'œuvrer avec lui dans cet esprit aussi du Grand Véfour. Alors, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est qu'il y a ici une élégance particulière, une discrétion du service. On est vraiment dans la grande tradition du service à la française, dont vous êtes un peu le conservateur, si je puis dire. À la française, non, puisqu'on ne pose plus les plats sur la table comme avant. Mais en tout cas, dans la tradition de recevoir, oui. Ça c'est important. On a une sensibilité qui est assez forte ici, qui se développe naturellement. On a vraiment envie de partage, c'est surtout ça, avec notre clientèle, leur faire découvrir aussi la magie des lieux, en les sensibilisant à l'histoire, et surtout essayer d'apporter un confort et le plaisir assez naturel de pouvoir accueillir cette clientèle. Et cette clientèle est consciente, d'après vous, de mettre ses pas dans celle de tous ces personnages historiques Complètement. Enfin, on essaye, avec toute l'équipe ici, d'avoir une petite aparté historique pour sensibiliser justement cette clientèle à ces lieux. Et on s'aperçoit que par quelques phrases, on arrive à les sensibiliser. Déjà, ils le sont naturellement par le décor. À leur arrivée par le décor. Donc, tous les sens sont un petit peu mis en éveil. Et ensuite, on va continuer avec l'usine de Guy Martin pour éventuellement confirmer, je veux dire, l'éveil des sens avec les goûts derrière. Donc on a toute cette possibilité de les mettre en éveil. Vous avez, Guy Martin, conservé à la carte un certain nombre des plats traditionnels de la maison. Oui, surtout le prince régnier, le pigeon prince régnier, parce que je trouve que c'est tout à fait normal. Raymond Oliver a œuvré 37 ans dans cette maison. Ça a été vraiment le très très grand chef de cuisine. Et je trouve que c'est tout à fait normal, voilà, de lui rendre hommage. C'est pas exactement la même recette, mais la philosophie est là, le produit est là, et c'est vrai que ça fait partie des plats les plus demandés. Mais pour rebondir un petit peu sur les personnalités, c'est vrai aussi que nous avons des clients, par exemple, qui veulent déjeuner ou dîner à la table de Colette ou de Maria Callas. Il y a vraiment des demandes précises de clients, et certains ne veulent surtout pas dîner à la table de Camille Desmoulins, par exemple. Donc ça doit poser des problèmes. Oui, ça peut poser des problèmes. Il y a des gens qui ne veulent pas de la place. Ça nous est arrivé. C'est votre place, ça, Nicolas Drabaudy, la place de Camille Desmoulins. Vous l'assumez, vous, très bien. Moi, je suis libéral. Donc, ça ne vous dérange pas du tout, en fait. Ouais. Quels sont les grands plats ici ? Alors, faites-nous rêver, là. Faites-nous saliver un peu. Guy Martin. Vous avez la carte sous les yeux, je précise. Guy Martin est un encyclopédiste de la cuisine. Oui. Il faut dire qu'il a écrit 1000 recettes. N'est-ce pas ? Donc c'est une sorte de génie créateur de la cuisine moderne. Il a modernisé la cuisine selon son tempérament, selon ce qu'il a envie de faire, selon ce qu'il a envie de manger. C'est ça la cuisine moderne, n'est-ce pas ? Donc on comprend bien qu'il ne pouvait pas reproduire la totalité des plats de Raymond Oliver, même s'il y a des produits comme la palombe. Raymond, ici, il fait des plats du sud-ouest, ce qui est d'ailleurs dramatique au début parce que personne n'en veut. Donc après, il fera du homard et du filet de bœuf. Après la guerre, alors, les gens ont faim. Nicolas, le meilleur cadre pour en parler de cuisine et pour parler des grands plats de la maison, c'est encore, si vous en êtes d'accord, Guy Martin, de descendre, parce qu'ici, il faut prendre l'escalier et descendre jusque dans les cuisines. Ça se mérite. Nous nous y retrouvons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et brasser un flic. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur cet après-midi du restaurant parisien Le Grand Véfour, et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, depuis les cuisines du chef Guy Martin. Alors pardon Guy Martin, mais nous venons un peu semer le trouble et le désordre dans vos cuisines où la brigade s'active. Moi je suis toujours très impressionné lorsqu'on est comme ça dans ces cuisines de très grands restaurants. Combien êtes-vous ici ? Nous avons une brigade de 24 cuisiniers. Ah oui. Mais vous remarquez, c'est assez calme, non ? Oui, c'est un relatif silence. C'est un relatif silence, et c'est vrai que c'est un petit peu notre marque de fabrique. J'essaye avec les équipes d'être vraiment dans une ambiance zen.
Et c'est pas forcément la peine de stresser les collaborateurs pour arriver à faire de la qualité. Oui, ça c'est la signature Guy Martin, si je puis dire, Nicolas Drabaudy. On ne stresse pas le personnel. Tous les chefs n'en font pas autant. Oui, je pense que ça c'est une façon de travailler moderne. Hein. On respecte les gens qui travaillent avec soi, on respecte leur travail, comme ça le travail est mieux fait. Alors vous nous avez présenté ici un certain nombre des produits extraordinaires qui vont se transformer tout à l'heure en chef-d'œuvre. Il y a des coquilles Saint-Jacques, on a l'impression qu'elles ont été pêchées de ce matin. Hein. Mais vous vous trompez pas. Hein. Là, en général, tous les produits avec les Saint-Pierre. Des Saint-Pierre magnifiques. Ouais, alors tout vient en direct. Donc ce sont des poissons, des coquillages qui sont pêchés la veille, l'avant-veille. Et on est aussi, on fait très très attention aux produits protégés. C'est-à-dire quand certains produits risquent de manquer, tout de suite on va les arrêter à la carte pour respecter la nature. Et alors que sont ces racines dans ce cajou-là? On a des racines de panais, on a des salsifis. C'est d'essayer de travailler en même temps les légumes de saison. C'est d'être vraiment calé à la saison. Et j'ai divisé la saison en 3 mois. Donc il y a l'avant-saison, l'après-saison et la pleine saison. C'est-à-dire on a 12 saisons dans l'année. Et c'est d'essayer de choisir le produit au meilleur moment, où il a toute sa maturité, où il a tout son goût, pour délivrer les meilleures recettes. Ce qui veut dire qu'il faut venir au moins 12 fois dans l'année au Grand Véfour si l'on veut profiter de toutes les saveurs. Et alors ça là-bas, ce sont de merveilleuses plantes. Voilà, donc avec des persils plats, du cerfeuil, de la ciboulette, avec des baies, les marrons qu'on va ouvrir. Alors juste pour les marrons, je vais donner un petit tuyau. Quand vous cuisez vos marrons, vos châtaignes, vous les fendez tous, sauf une, quand vous les ébouillantez. Et quand celle qui n'est pas fendue va exploser, elles sont cuites. Ça veut dire que c'est le moment de les retirer. Ça veut dire que c'est le moment de les retirer. Voilà. On aura appris ça cet après-midi, ça c'est formidable. Vous êtes descendu, Nicolas Drabaudy, avec la carte et vous aviez commencé à nous en parler tout à l'heure. Alors, que faut-il choisir quand on vient dîner au Grand Véfour? Ici, ce qui est le caractéristique d'un grand restaurant étoilé au Michelin, c'est la variété, n'est-ce pas? Donc on voit du foie gras aux cuisses de grenouille, en passant par le homard, le caviar, le filet de Saint-Pierre, des noix de Saint-Jacques qui sont là devant nous, l'agneau, le riz de veau et la poularde de Bresse. Donc ça, c'est des plats qui sont à la carte aujourd'hui, en plus des grandes suggestions du jour, c'est-à-dire des oursins dans un fin velouté, œufs de caille au caviar, ça c'est des très grands plats. Ici c'est la très grande cuisine, c'est-à-dire où il y a de la création, de la tradition et de la modernité. Avec quand même une constante référence à vos origines quand même. On est un peu montagnard, on est un peu savoyard ici, Guy Martin. Ah mais on est complètement savoyard et c'est vrai notamment avec notre plateau de fromage, qui a la majorité de fromage savoyard. Mais vous savez, la Savoie, quand on a fait de la montagne, c'est d'abord le respect des collaborateurs, respect des produits. C'est essayer de donner le meilleur de soi-même. C'est surtout dans ça, dans cette ambiance de vie que j'ai connue pendant ma jeunesse, que j'essaye, par mes recettes, de les transposer. Est-ce qu'il y a... Ah oui, le lièvre à la royale, c'est ce que vous m'indiquez, Nicolas Drabaudy. Ça fait partie ça fait partie des grands plats traditionnels français. Oui. Et malheureusement, il y a très peu de maisons aujourd'hui qui sont capables de le faire. C'est énormément de travail, mais avec un résultat, on rêve, on ferme les yeux, on rêve. Vous savez, on a un client, il vient le déguster tout seul, parce qu'il pense qu'il n'y a personne qui est capable de partager ce moment extraordinaire. Il faut méditer en quelque sorte. Voilà, il médite, il est bien. Voilà, mais chacun doit interpréter les recettes en fonction de sa sensibilité. En un mot, c'est comment le lièvre à la royale pour faire saliver nos auditeurs? D'abord, il faut le désosser sans le percer. Ensuite, c'est une cuisson. Il faut le farcir avec du foie gras, mais c'est une recette très facile. Un tiers de foie gras, un tiers de truffe, un tiers de chair. On peut pas se tromper. Et après, il va cuire très très longtemps, très très doucement, avec un très grand vin et une garniture aromatique. Il y a des desserts aussi extraordinaires. Vous avez des pâtissiers ici qui travaillent. On a des chefs pâtissiers, on a Mourad, mais je dois dire avec Pascal Pujot, c'est vraiment une équipe. On est là, c'est une équipe et je dirais c'est comme une équipe de hand. Tout le monde attaque, tout le monde défend. On est toujours là pour nos clients. Quand vous dites c'est une équipe, il y a un lien entre cette brigade que nous voyons s'activer autour de nous. Là, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas tout décrire à nos auditeurs, mais on est dans l'art même de la grande cuisine. Et il y a l'équipe là-haut, si je puis dire, dans la salle. C'est un ensemble tout ça. C'est un ensemble. C'est comme un ballet un peu. C'est un ballet et il faut surtout qu'avec toute l'équipe de service, notamment avec Christian David, avec Flavien, avec Romain Alzis qui est notre chef sommelier, qui est vraiment une ambiance. Vous savez, nous on a un mot d'ordre ici, on ne dit jamais non aux clients. Oui. On ne sait pas ce que c'est de dire non. Parfois on ne peut pas servir, mais on ne sait pas dire non. Parce que le client nous a fait confiance, alors on s'arrange. Et je trouve que nous on présente les plats dans les assiettes, mais après c'est le rôle des maîtres d'hôtel
de le faire vivre avec les clients. Donc c'est vraiment important qu'il y ait une bonne entente et parfois dans certaines maisons ça titille un peu et chez nous c'est vraiment 25 ans d'amitié. Merci infiniment Guy Martin, merci de nous avoir reçus ici jusque dans vos cuisines et merci de ce que vous faites pour continuer à faire rayonner cet art de vivre à la française par les temps qui courent. On en a grand besoin. Merci Nicolas Drabaudy. Avec vous, on est certain d'être toujours au cœur même de cet art de vivre. C'est-à-dire que quand on aime la grande cuisine, il faut avoir le culte de l'admiration, le culte des hommes qui la font et qui transmettent le passé et la modernité. Ce sera le mot de la fin.